Un jeune garçon de Saint-Cernin, Corrèze a disparu en 1991 lors de sa propre fête d'anniversaire. Sa mère l'avait laissé jouer avec les autres invités, et lorsqu'elle est revenue vérifier, il avait disparu, volatilisé sans laisser de traces. Mais 10 ans plus tard, alors qu'elle parcourt un vide-grenier, elle repère sur une table quelque chose d'étrangement familier, un objet personnel appartenant à son fils disparu, un objet qu'elle n'aurait jamais dû revoir. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur les rues bordées d'arbres de Saint-Cernin, Corrèze. C'était l'un de ces samedis d'automne parfaits en septembre, lorsque les feuilles commençaient à changer de couleur, peignant le paysage rural de teintes chaleureuses d'ambre et d'or. Le bourg, connu pour ses clôtures en bois peint en blanc et ses foires agricoles saisonnières, conservait ce charme de petite ville où les voisins se saluaient d'un signe de main depuis leur terrasse, souvent en sirotant un café au lait. Marie Dubois était assise dans son salon, fixant du regard l'endroit sur le mur où une photo de famille était autrefois accrochée. Elle l'avait retirée des années auparavant, car regarder le sourire éclatant d'Antoine était trop douloureux. La sonnette retentit, brisant sa rêverie. « Marie, c'est moi », appela la voix de Sophie Martin à travers la porte. « Tu es prête ?» Marie ouvrit la porte et trouva son amie debout, arborant cet air déterminé qu'elle affichait depuis toute la semaine. Sophie avait insisté pour la faire sortir de chez elle, suggérant qu'elle se rende au vide-grenier de la Vallée Verte à Meymac, à seulement quelques rues de là. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, » dit Marie, mais elle attrapait déjà son manteau en laine. « Tu as besoin de cette sortie, » insista Sophie, sa voix douce mais ferme. « Ça fait 10 ans, Marie. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. 10 ans. » Les mots pesaient lourd dans l'air. 10 ans depuis qu'Antoine, son fils de 8 ans, avait disparu lors de sa propre fête d'anniversaire. L'affaire était classée depuis longtemps, la gendarmerie n'avait plus de pistes à suivre, et Marie vivait dans un état perpétuel de chagrin et de tension depuis lors. « J'ai toujours aimé les vide-greniers », admit Marie à voix basse. Ils sont comme des capsules temporelles, tous ces vieux objets et des machines à écrire anciennes au plat en faïence me rappellent des temps meilleurs. Le visage de Sophie s'illumina. Voilà l'esprit, allez, quand est-ce qu'on a fait quelque chose ensemble hors de chez toi? Je ne m'en souviens même plus. En marchant vers la Citroën 2CV de Sophie, Marie remarqua que le quartier n'avait guère changé. Les mêmes arbres de châtaigniers bordaient les rues, les mêmes maisons en pierre tenaient debout avec leurs jardins bien entretenus, plantés d'oignons et de lauriers. Le temps avait avancé pour tout le monde, mais pour elle, il s'était arrêté ce jour terrible. Elles parcoururent la courte distance jusqu'à Meymac, où le vide-grenier de la Vallée Verte battait déjà son plein. C'était un événement à l'échelle du bourg, avec de nombreuses familles installant des tables sur leurs pelouses et leurs allées, impatientes de se débarrasser d'objets dont elles n'avaient plus besoin, des vieilles bicyclettes aux assiettes en faïence. « Regarde l'ampleur de tout ça », s'émerveilla Sophie en se garant. Tout le bourg doit participer. Elles commencèrent à déambuler dans l'immense marché, prenant leur temps pour examiner les divers objets exposés. Des vêtements rétro étaient suspendus sur des portants improvisés, de vieux livres étaient empilés dans des cartons, et des ustensiles de cuisine d'un autre temps brillaient sous la lumière de l'après-midi. Marie dut admettre que cela faisait du bien de sortir, l'air frais, le bourdonnement des conversations autour d'elle, la normalité de tout cela était étrangement réconfortante. Elles s'arrêtèrent à plusieurs tables, examinant des objets, échangeant quelques mots avec les vendeurs. Puis Marie le vit. Au début, elle pensa que ses yeux lui jouaient des tours. Parmi une collection de jouets et de livres pour enfants sur une table, quelque chose de bleu attira son attention. Elle fronça les sourcils et s'approcha, son cœur commençant à s'accélérer. C'était une Game Boy, d'une couleur turquoise immistakable. Mais ce n'était pas n'importe quelle Game Boy. En la prenant avec des mains tremblantes, elle vit les 3 autocollants Pokémon, un Pikachu au centre, flanqué de 2 autres. « Antoine », murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, remarquant l'immobilité soudaine de son amie. « C'est celle d'Antoine », dit Marie, sa voix plus forte maintenant, mais tremblante d'émotion. « C'est la Game Boy de mon fils. Regarde les autocollants, ils sont identiques. Il aimait tellement Pokémon.
Les souvenirs affluaient. Un ami d'école d'Antoine lui avait offert cette Game Boy pour son 7e anniversaire, un an avant sa disparition. Il l'emportait partout, et elle se souvenait des luttes quotidiennes pour le convaincre de ne pas l'emmener à l'école. « Tu es sûr ?» demanda Sophie doucement. « Je suis sûr à 100%, dit Marie, serrant l'appareil. Personne d'autre ne pourrait avoir cette Game Boy exacte avec ces mêmes autocollants dans cet agencement précis. « Puis-je vous aider, mesdames ?» Un homme âgé s'approcha, un sourire amical sur le visage, qui s'effaça rapidement lorsqu'il vit l'expression bouleversée de Marie. « D'où vient ceci ?» demanda Marie, la voix tremblante. Elle tremblait tellement qu'elle faillit laisser tomber la Game Boy. L'homme tendit la main par réflexe et la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Doucement, vous allez bien ? » « C'est celle de mon fils, » dit Marie, la voix montant. « C'est la Game Boy de mon fils disparu. Où est-il ? Où est mon garçon ? S'il vous plaît, si vous savez où est Antoine, dites-le-moi pour que je puisse le revoir. » Sa voix tremblante et sa supplication désespérée commencèrent à attirer l'attention des vendeurs et des chalands à proximité. Les gens se tournèrent pour regarder, murmurant entre eux. L'expression de l'homme âgé passa de la confusion à l'hésitation, puis à la peur. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il, arrachant la Game Boy des mains tendues de Marie et la glissant dans la poche de sa veste. « Non » paniqua Marie. Son comportement ne faisait que confirmer ses soupçons. « C'est celle de mon fils, pourquoi la cachez-vous » Marie, calme-toi, tenta d'intervenir Sophie, posant une main sur l'épaule de son amie, mais Marie était inconsolable. Le stress du moment, combiné à 10 ans de chagrin, la submergea. Elle perdit l'équilibre et tomba au sol. Des exclamations s'élevèrent de la foule rassemblée. « J'appelle la gendarmerie », annonça l'homme âgé, sortant son téléphone. En moins de 5 minutes, une voiture de gendarmerie arriva. Un jeune gendarme en sortit et s'approcha de la scène. « Que se passe-t-il ici ?» L'homme âgé parla en premier. « Cette femme a paniqué, affirmant que cette Game Boy que je vends appartient à son fils. Elle n'a aucune preuve et a essayé de me la prendre. »« Monsieur, puis-je voir l'appareil ?» demanda le gendarme. L'homme croisa les bras. « Légalement, je n'ai pas à vous montrer quoi que ce soit. C'est ma propriété, j'ai des droits à la vie privée. »« Monsieur, je vous demande de coopérer, » dit le gendarme plus fermement. « Je connais mes droits, » insista l'homme, gardant une main protectrice sur sa poche. Marie, toujours au sol avec l'aide de Sophie, leva les yeux vers le gendarme. « S'il vous plaît, appelez l'inspecteur qui travaille sur l'affaire de mon fils, Antoine Dubois. Il a disparu il y a 10 ans. » Le gendarme appela des renforts par radio et demanda à contacter l'inspecteur. En quelques minutes, d'autres voitures de gendarmerie arrivèrent, accompagnées d'une berline banalisée. L'inspecteur Laurent Moreau, un homme dans la cinquantaine aux cheveux grisonnants, en sortit et s'approcha immédiatement de Marie. « Madame Dubois, » dit-il doucement, « que se passe-t-il » ? « La Game Boy, » dit Marie, pointant l'homme âgé. « Il a la Game Boy d'Antoine, celle turquoise avec 3 autocollants Pokémon. » L'expression de l'inspecteur Moreau devint sérieuse. Il se tourna vers l'homme âgé. « Monsieur, je suis l'inspecteur Laurent Moreau. Je travaille sur l'affaire Antoine Dubois depuis 10 ans. Le garçon avait 8 ans lorsqu'il a disparu, il en aurait 18 aujourd'hui. Nous avons une liste détaillée de ses effets personnels disparus avec lui, y compris son jouet préféré, une Game Boy turquoise avec 3 autocollants Pokémon. » Il sortit un dossier de sa voiture et en tira de vieilles photographies. Ce sont des photos d'Antoine et de sa Game Boy. Maintenant, je vais devoir vous demander de me remettre cet appareil pour que nous puissions le comparer. L'un des autres gendarmes intervint soudainement. « Attendez, c'est Henri Grigg, le sergent Henri Grigg. » L'homme âgé se redressa légèrement. Le gendarme poursuivit, « Monsieur, vous étiez un sergent respecté ici à Meymac. Vous connaissez nos procédures. » Avec une réticence évidente, Henri Grigg plongea la main dans sa poche et tendit la Game Boy. L'inspecteur Moreau la prit soigneusement, la comparant aux photographies.
La ressemblance était indéniable. D'où vient ceci, monsieur Grigg, demanda l'inspecteur. Je l'ai acheté dans un marché aux puces il y a des années, répondit Henri rapidement. C'est des bêtises, s'exclama Marie, toujours soutenue par Sophie. Il a quelque chose à voir avec la disparition de mon fils. Madame, s'il vous plaît, dit l'inspecteur Moreau, puis à Henri, nous allons devoir fouiller votre propriété. Très bien, dit Henri, la mâchoire crispée. Faites ce que vous avez à faire. Les gendarmes commencèrent par la voiture de Henri et les cartons qu'il avait apportés au vide-grenier. Ils examinèrent tout méthodiquement, mais ne trouvèrent rien de suspect. Nous devons aussi fouiller votre maison, dit l'inspecteur Moreau. Allez-vous coopérer? Henri soupira. Peu importe, mais je ne veux pas de cette femme, il pointa Marie, sur ma propriété. Le groupe se dirigea vers leur véhicule. L'inspecteur Moreau aida Marie et Sophie à monter dans sa voiture. Henri guida le cortège jusqu'à sa maison, à seulement un pâté de maisons et au coin de la rue, les voitures de gendarmerie suivant derrière. Pendant le court trajet, le cœur de Marie battait à tout rompre. Après 10 ans de néant, était-ce enfin la percée dont ils avaient besoin, ou serait-ce une nouvelle impasse dans une affaire qui lui avait déjà brisé le cœur 1000 fois? Le soleil d'automne commençait à descendre lorsqu'ils arrivèrent devant la modeste maison à 2 étages de Henri Grigg, avec ses murs en pierre claire et ses volets noirs, ne laissant rien deviner des secrets qu'elle pourrait cacher. Restez ici, ordonna l'inspecteur Moreau à Marie et Sophie alors que les gendarmes se préparaient à entrer dans la maison. Marie et Sophie restèrent dans la voiture de l'inspecteur Moreau, observant à travers les fenêtres les gendarmes qui se déplaçaient méthodiquement dans les pièces, vérifiant les placards, examinant les coins, cherchant le moindre indice qui pourrait relier cet endroit à la disparition d'Antoine. Tout ira bien, murmura Sophie, serrant la main de Marie. Marie ne pouvait répondre, ses yeux fixés sur la maison, observant chaque mouvement, espérant contre tout espoir qu'il trouverait quelque chose, n'importe quoi, qui l'amènerait à Antoine. Les minutes s'écoulaient lentement, 30 minutes, 45, 1 heure à peu près. Enfin, l'inspecteur Moreau sortit de la maison et s'approcha d'elle, son expression indéchiffrable. Nous n'avons rien trouvé, dit-il doucement alors que Marie baissait la vitre. Aucune preuve qu'un jeune garçon ait été ici ou y vive actuellement. Aucune preuve d'aucune sorte. Le cœur de Marie s'effondra. Elle était si sûre, si certaine que trouver la Game Boy d'Antoine signifiait qu'ils étaient proches de le retrouver. L'inspecteur sortit un dossier et lui montra des documents officiels. Henri Grigg était bien un sergent de la gendarmerie, retraité avec tous les honneurs. Le gendarme Pierre Dubois, celui qui avait reconnu Henri plus tôt, s'approcha d'eux. « Madame, si je puis me permettre de parler subjectivement, Monsieur Grigg était très respecté dans ce petit bourg pendant les années 70 et 80. J'ai travaillé avec lui brièvement avant sa retraite. Je ne peux pas croire qu'il ferait du mal à un enfant. Mais la Game Boy, protesta faiblement Marie, ces autocollants. Nous ne pouvons pas prouver qu'il s'agit réellement de la Game Boy qui appartenait à Antoine, expliqua l'inspecteur Moreau. Nous n'avons trouvé aucun ADN dessus. Sans preuve concrète, nous ne pouvons pas enquêter sur Monsieur Grigg comme suspect. Ils marchèrent vers la maison où Henri se tenait sur sa terrasse, les bras croisés, semblant être un citoyen injustement accusé. Monsieur Grigg, dit l'inspecteur Moreau, nous aimerions votre permission de garder la Game Boy comme preuve potentielle. Henri balaya la main d'un geste dédaigneux. Prenez-la, je n'en ai pas besoin. Il regarda directement Marie. J'allais la vendre de toute façon. Je vous l'aurais vendue si vous n'aviez pas été si offensante et ne m'aviez pas accusé de choses terribles. C'est celle de mon fils, dit Marie, sa voix plus stable maintenant, plus calme qu'auparavant, mais portant toujours une pointe de suspicion. C'est une preuve. Je n'ai pas à acheter ce qui nous appartient déjà. L'inspecteur Moreau s'interposa entre eux. Monsieur Grigg, pouvez-vous nous dire quand et pour qui vous avez acheté cet appareil? Henri se tortilla, mal à l'aise. Je ne m'en souviens même pas. C'était dans un marché aux puces quelque part, acheté pour ma. Il s'arrêta, et Marie perçut l'hésitation. Pour ma nièce. Les yeux de Marie s'écarquillèrent.
Il allait dire, fils, elle en était sûre. Elle lança un regard à l'inspecteur Moreau et vit à son expression qu'il l'avait remarqué aussi. Cette petite reconnaissance l'aida à rester calme plutôt que de paniquer à nouveau. Madame Dubois, dit l'inspecteur Moreau, voulez-vous nous suivre au poste pour faire votre déclaration officielle? Marie hocha la tête et se tourna vers Sophie. Je vais avec les gendarmes seuls. Sophie la serra fort dans ses bras. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. Marie monta dans la voiture de gendarmerie, laissant Sophie debout sur le trottoir. En s'éloignant, elle vit Henri Grigg dans le rétroviseur, toujours sur sa terrasse, parlant avec les autres gendarmes. La gendarmerie de Tulle était un bâtiment en briques modeste qui servait la communauté depuis des décennies. Marie y était venue trop de fois au fil des ans, d'abord pendant l'enquête initiale, puis pour des mises à jour qui devenaient progressivement moins fréquentes jusqu'à ce qu'elles cessent complètement. À l'intérieur, elle fut conduite dans une petite salle d'interrogatoire où elle donna sa déclaration sur les événements de la journée. Le gendarme qui prenait sa déclaration tapait tout soigneusement, demandant occasionnellement des précisions. Lorsqu'ils eurent fini, elle signa plusieurs documents, sa main se crispant à cause du mouvement répétitif. « Je veux revoir la Game Boy, dit-elle soudainement. Le gendarme sembla hésiter, mais passa un appel. Quelques minutes plus tard, une technicienne médico-légale apparut avec l'appareil dans un sac à preuves. « Vérifions-la ensemble, » dit la technicienne gentiment. C'était une jeune femme aux yeux doux qui semblait comprendre le besoin de Marie de la voir fonctionner. Elles se rendirent dans une salle de laboratoire où la technicienne retira soigneusement la Game Boy et inséra 2 piles AA. Le son familier de démarrage remplit la pièce lorsque l'écran s'alluma. « Elle fonctionne encore bien », observa la technicienne. « Il y a une cartouche de jeu dedans. » Marie se pencha, les yeux plissés, tandis que la technicienne retirait soigneusement la cartouche et lisait l'étiquette fanée. « C'est celle d'Antoine, dit-elle, la voix légèrement tremblante. C'est son jeu préféré, il l'emportait partout. » Elle regarda les autres autour d'elle, l'urgence montant dans sa voix. « Sûrement, ils peuvent retracer quelque chose à partir de ça, non ?» L'inspecteur Moreau les avait rejoints. « Madame Dubois, cet appareil aurait pu arriver entre les mains de Monsieur Grigg de tant de façons. Peut-être qu'Antoine l'a laissé quelque part et quelqu'un l'a trouvé, puis vendu dans ce marché aux puces. Ces choses sont très durables. Ça fait 10 ans. » Marie dit, la voix brisée, 10 ans et nous n'avons pas eu une seule piste réelle. L'affaire est classée, mais aujourd'hui, sûrement, ça veut dire quelque chose. Il doit y avoir quelque chose que vous pouvez faire. La technicienne posa une main réconfortante sur l'épaule de Marie. Nous allons essayer de chercher des empreintes, un horodatage et de l'ADN, mais je dois être honnête, les chances sont très minces. Cet appareil a clairement été manipulé par plusieurs personnes au fil des ans. Vous ne devriez pas trop espérer. Marie hocha la tête, comprenant mais n'acceptant pas. Elle regarda tandis qu'il remballait soigneusement la Game Boy, la traitant avec la révérence qu'elle méritait en tant que possible seul lien avec son fils disparu. « Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer, » dit l'inspecteur Moreau lorsqu'ils eurent fini. « Cette journée a été émotionnellement épuisante. Nous pouvons demander à un gendarme de vous raccompagner. » Marie réfléchit à l'offre. Elle était fatiguée, plus fatiguée qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'espoir et la déception de la journée l'avaient complètement vidée. « Oui, » dit-elle doucement, « merci. » Assise à l'arrière de la voiture de gendarmerie qui la ramenait chez elle, Marie ne pouvait se débarrasser du sentiment que Henri Grigg en savait plus qu'il ne le disait. Cette hésitation lorsqu'il avait failli dire « fils » au lieu de « nièce » repassait en boucle dans son esprit. Et la Game Boy, comment pourrait-elle être autre chose que celle d'Antoine? Le gendarme qui la raccompagnait était gentil, faisant la conversation pour la distraire de ses pensées, mais Marie l'entendait à peine. Son esprit était toujours au veuve-grenier, tenant cette Game Boy, voyant ces 3 autocollants Pokémon qu'elle se souvenait d'Antoine plaçant si soigneusement, sa petite langue pointant dans sa concentration. « Nous y sommes, madame, » dit le gendarme, s'arrêtant devant sa maison.
Marie descendit de la voiture de gendarmerie et remercia à nouveau le gendarme avant de rentrer chez elle à Saint-Cernin. Dès que la porte se referma derrière elle, l'épuisement la frappa comme une force physique. Ses jambes semblaient faibles, et elle dut s'appuyer contre le mur pour se soutenir. Elle se dirigea vers la cuisine, ses mouvements automatiques alors qu'elle remplissait la bouilloire et la posait sur la cuisinière. En attendant que l'eau bouille, elle s'effondra sur une chaise et mit sa tête entre ses mains. Ce qui était censé être une journée calme avec Sophie s'était transformé en un désastre complet. Plus elle y pensait, plus la culpabilité s'insinuait. Avait-elle réagi de manière trop excessive, fait une scène inutile? Elle imaginait tous ces gens au vide-grenier la regardant fixement alors qu'elle tombait au sol, observant tandis qu'elle accusait un ancien sergent de gendarmerie à la retraite de choses terribles. La bouilloire siffla, et elle versa l'eau chaude sur un sachet de tisane, regardant la couleur s'infiltrer et assombrir l'eau. Elle prit une gorgée, la goûtant à peine, son esprit s'emballant. Incapable de rester immobile avec ses pensées, elle décrocha le téléphone et composa le numéro de Sophie. « Marie » répondit Sophie à la deuxième sonnerie, « ça va? Comment ça s'est passé au poste? Es-tu encore au vide-grenier » demanda Marie, ignorant la question. « Oui, mais je pars bientôt, pourquoi? Je veux y retourner, rencontrer cet homme, Henri Grigg. »« S'il te plaît, Marie, ne te fais pas ça, » dit Sophie, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Pas comme ça, » dit Marie rapidement. « Je me sens coupable. Je veux m'excuser auprès de lui pour l'avoir fait mal paraître devant les voisins. Je n'aurais pas dû faire une telle scène. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée? S'il te plaît, Sophie, j'ai besoin de le faire. »« D'accord, » soupira Sophie. « Je passe te chercher. » Fidèle à sa parole, Sophie arriva chez Marie dans les 10 minutes suivantes. Marie monta dans la voiture, reconnaissante pour le soutien indéfectible de son amie. Elles retournèrent à Meymac, le soleil de l'après-midi occupant maintenant une position différente dans le ciel. Marie vérifia sa montre, il était environ 15 heures. Le vide-grenier devait être en train de se terminer. En garant la voiture, Sophie remarqua que de nombreux vendeurs rangeaient déjà leurs affaires. Elles marchèrent vers l'endroit où se tenait le vide-grenier, et Marie repéra Henri Grigg près de sa voiture, chargeant des cartons dans le coffre. Ses mouvements étaient brusques, agressifs, et même de loin, elle pouvait voir qu'il semblait en colère et agacé. « Es-tu sûr de vouloir faire ça » demanda Sophie une dernière fois. « Oui » dit Marie fermement, bien que son cœur battait à tout rompre. Elles s'approchèrent de Henri près de sa voiture. Il les vit arriver et se redressa, son visage s'assombrissant. « Encore » dit-il durement. « Que voulez-vous de moi cette fois ?» Marie prit une profonde inspiration. « Je suis venu m'excuser. J'ai mal réagi tout à l'heure. Je n'aurais pas dû faire une telle scène. Je suis désolé. » Henri la fixa longuement. Son expression ne s'adoucit pas beaucoup, et il n'acceptait clairement pas complètement ses excuses. « J'espère que les voisins n'ont pas eu la mauvaise idée après ce qui s'est passé ce matin, » dit-il froidement. « Je vis ici paisiblement depuis des années. Je n'ai pas besoin de ce genre de drame. »« Je comprends, » dit Marie doucement. « Je suis vraiment désolé. » Henri ferma son coffre avec un claquement. « Maintenant, partez. Je dois récupérer le reste de mes affaires sur la table de vente. » Il s'éloigna sans un mot de plus, laissant Marie et Sophie près de sa voiture. Elles retournèrent à leur propre véhicule dans le parking. « Eh bien, tu as essayé » dit Sophie doucement alors qu'elle s'asseyait dans la voiture. Avant qu'elle ne puisse quitter Meymac, une autre voiture s'arrêta près du véhicule de Henri. Elle était plutôt excentrique et attirante, une Renault Twingo verte avec sa forme distinctive. Un homme, qui semblait avoir la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine, en sortit et s'approcha de Henri, qui était revenu avec d'autres objets. « C'est intéressant » murmura Sophie. Elles observèrent Henri pousser rudement un carton lourd vers le jeune homme, lui parlant sur un ton clairement en colère ou bouleversé. Le carton n'était pas scellé, et quand Henri le poussa,
plusieurs objets tombèrent sur le sol, des cartes de jeu et des petites voitures jouets. Le jeune homme se pencha pour les ramasser précipitamment, les remettant dans le carton. Sophie baissa légèrement sa vitre, et des bribes de conversation leur parvinrent dans la brise. « Je m'en fiche », la voix de Henri portait. « Pas à moi. » Une rafale de vent apporta d'autres mots. « Sois honnête avec moi, pour l'amour de ta mère, alors va-t'en. » Le jeune homme secoua la tête à plusieurs reprises, semblant agité. Il s'éloigna avec le carton vers la Renault Twingo, visiblement bouleversé par ce qui avait été dit. Marie et Sophie échangèrent des regards significatifs. « De quoi s'agissait-il, à ton avis ?» murmura Marie. Elles continuèrent à observer tandis que Henri retournait ranger les derniers objets de sa table de vente. Le jeune homme avait chargé le carton dans sa voiture et s'éloignait déjà. « Peut-être que c'est le fils de Henri, » dit Marie pensivement. « Je l'ai entendu dire quelque chose à propos de Eumer. »« Je pense aussi, » acquiesça Sophie. « Mais pourquoi ne lui a-t-il donné que ce carton ?» L'esprit de Marie s'emballait. On dirait que le carton était rempli de jouets pour enfants. Peut-être que c'était à lui. Si c'est le cas, la Game Boy devait aussi être à lui. Elle se tourna vers Sophie avec une soudaine urgence. Peut-être qu'on pourrait obtenir des informations si on parlait au fil. Suis-le. Sophie dit, sceptique, je n'aime pas suivre les gens, Marie, et d'ailleurs, cette voiture est déjà partie. S'il te plaît, supplia Marie, je ne veux pas que ce soit encore une impasse, pas alors qu'on pourrait enfin avoir quelque chose. Si on appelle la gendarmerie, je ne pense pas qu'ils nous prendraient au sérieux. Sophie regarda le visage désespéré de son amie et fut visiblement émue. Elle soupira lourdement. D'accord, dit-elle. On va voir où il va. Peut-être lui parler s'il est d'accord, mais on ne dérangera personne ni n'entrera sur une propriété. D'accord. Oui, acquiesça immédiatement Marie. Merci, Sophie, merci. Sophie démarra la voiture et quitta le parking, se dirigeant dans la direction où la Renault Twingo verte était partie. Ce n'était pas difficile de rattraper la Renault Twingo, la voiture distinctive était facile à repérer parmi les véhicules plus conventionnels sur la route. Sophie la suivit prudemment, maintenant une distance normale pour ne pas sembler suspecte. Là, pointa Marie alors que le clignotant de la Renault Twingo commençait à clignoter. Il tourne. Elles observèrent la voiture s'arrêter sur un parking devant ce qui semblait être une boutique de nouveautés à thème effrayant. Le bâtiment était peint en noir avec des bordures violettes, et même de la route, elles pouvaient voir des décorations d'Halloween dans les vitrines. La boutique était située près de la périphérie de Saint-Cernin, dans une zone plus commerciale. Zut, marmonna Sophie. Elle avait manqué le virage, coincée dans la mauvaise voie. Faire un virage soudain aurait perturbé la circulation, et il y avait des voitures derrière elle. Ça va, dit Marie, bien qu'elle se tordait le cou pour garder la boutique en vue. Trouve juste un endroit pour faire demi-tour. Sophie continua à conduire, cherchant un endroit sûr pour faire un demi-tour. Elle en trouva un à environ 400 mètres plus loin et tourna prudemment la voiture. Avec un peu de chance, il est encore là, dit Sophie alors qu'elle s'approchait à nouveau de la boutique, cette fois dans la bonne voie. Mais en approchant du parking, elles virent l'homme sortir de la boutique. Il portait 2 grands sacs de course et marchait rapidement vers sa voiture. Avant que Sophie ne puisse envisager de s'engager dans le parking, la Renault Twingo recula soudainement de sa place à grande vitesse. Elle passa si près de leur voiture que Sophie dut freiner brusquement pour éviter une collision. « C'est quoi, ça ?» s'exclama Sophie. « Tu as vu ça ? Qui conduit comme ça, reculer sans même regarder ?» La Renault Twingo quitta le parking à toute vitesse et retourna sur la route principale, les laissant secouer. « Devons-nous continuer à le suivre ?» demanda Marie. Sophie serra le volant plus fort. C'était trop près, mais oui, voyons où il va. Elles reprirent la poursuite de la Renault Twingo, gardant une distance plus sûre cette fois. La voiture allait plus vite maintenant, se faufilant dans la circulation d'une manière qui rendait difficile de suivre sans conduire imprudemment. Puis elles l'entendirent, les cloches d'alerte d'un passage à niveau.
Les barrières descendaient juste au moment où la Renault Twingo passait à toute allure. Sophie dut s'arrêter, bloquée par les barrières abaissées. « Oh non !» dit Marie avec frustration alors qu'un long train de marchandises commençait à passer. Wagon après wagon, chaque passage semblait durer une éternité. « Il est long, celui-là », observa Sophie, tambourinant des doigts sur le volant. Elles attendirent en silence, conscientes que chaque seconde qui passait éloignait la Renault Twingo. Enfin, le train passa, et les barrières du passage à niveau se levèrent. Sophie accéléra à travers le passage et continua sur la route, les deux femmes scrutant les environs à la recherche du moindre signe de la voiture verte. Elles atteignirent une intersection où la route se divisait en 3 directions. Aucun signe de la Renault Twingo. « Par où ?» demanda Sophie. « Je ne sais pas », admit Marie. « On l'a perdue. » Sophie se gara sur le côté de la route. « Je suis désolée, Marie. » Entre le train et cette intersection, il n'y avait aucun moyen de suivre. Marie soupira et s'adossa à son siège. « Ça va, nous l'avons suivi assez loin. Peut-être que ce n'est rien. C'était idiot de l'avoir suivi jusqu'ici, en fait. On aurait dû simplement prévenir la gendarmerie. » Elle regarda par la fenêtre le ciel. Le coucher du soleil approche. On devrait rentrer. Sophie hocha la tête en faisant demi-tour. On parlera de cet homme à la gendarmerie. On dirait le fils de Henri. Ils pourront l'interroger. Elles reprirent le chemin inverse, passant à nouveau devant la boutique de nouveautés. Marie se surprit à la fixer en passant. « Peut-être qu'on devrait vérifier cette boutique, » dit-elle soudainement. « Pourquoi ?» demanda Sophie. « Qu'est-ce qui pourrait être si important là-dedans pour qu'on le sache ?» Mais alors Sophie remarqua une grande bannière de solde accrochée à l'extérieur de la boutique. Son expression s'adoucit. « En fait, » dit-elle pensivement, « peut-être qu'on devrait s'arrêter, puisque nous sommes là. On avait prévu une sortie, tu te souviens ? Mais ça a été interrompu. Halloween est dans 3 semaines, et l'anniversaire de ma nièce aussi. On pourrait jeter un œil, trouver quelque chose d'intéressant. » Oui, acquiesça Marie, une note de mélancolie dans la voix. Peut-être qu'on devrait. J'y serais allée si j'avais encore mon garçon avec moi. Sophie tourna dans le parking et trouva une place. En se garant, elles virent clairement le nom de la boutique affiché sur l'enseigne, « Boutique Fête Sombre ». Elles sortirent de la voiture et se dirigèrent vers l'entrée. Un jeune employé était accroupi dans le parking, fumant une cigarette. Il leva les yeux en les voyant approcher. « Bienvenue », lança-t-il, levant sa cigarette en un salut décontracté. « Je serai à l'intérieur dans une minute pour vous aider, mesdames. » Marie et Sophie poussèrent la lourde porte vitrée de la boutique Fête Sombre. L'intérieur était différent de toutes les boutiques que Marie avait vues dans leur paisible région rurale. Les étagères étaient remplies d'une variété de costumes d'horreur, allant des vampires et loups-garous classiques à des designs de créatures plus élaborés. Des masques en latex pendaient à des crochets sur les murs, leurs orbites vides fixant les clients. « Regarde tout ça, » dit Sophie, ramassant une bouteille de faux sang. Ils se donnent vraiment à fond pour Halloween. La boutique était clairement une destination saisonnière prisée autour d'Halloween. Des machines à brouillard étaient exposées sur des étagères, et des figurines animatroniques s'animaient parfois lorsqu'elles passaient devant, arrachant un petit cri à Sophie. « Cet endroit est intense », commenta Marie, bien que son esprit soit toujours sur la raison pour laquelle le fils de Henri était venu ici. Elles flânèrent un moment, Sophie finissant par choisir un costume de sorcière qu'elle pensait que sa nièce adorerait. Il était fait d'un tissu violet scintillant avec des étoiles argentées éparpillées dessus. « C'est parfait, » dit Sophie, se dirigeant vers le comptoir de caisse. Elle sera ravie. Elles atteignirent le comptoir, mais l'employé était toujours dehors à fumer. À travers la vitre, elle pouvait le voir prendre son temps, sans hâte de revenir. Sophie posa le costume sur la partie surélevée du comptoir et soupira. « Je vais le chercher. » Mais alors qu'elle se tournait pour partir, le tissu glissant du costume glissa en arrière, tombant derrière le comptoir sur l'espace de travail du caissier. « Laisse tomber, » dit Sophie,
déjà en route vers la porte. Je vais le chercher. Mais Marie, toujours polie, décida de le récupérer. Elle se pencha par-dessus le comptoir, s'étirant pour atteindre le costume. Ce faisant, ses yeux tombèrent sur un écran d'ordinateur portable actif affichant un clip vidéo en pause. Le costume avait atterri partiellement sur le clavier. En le ramassant, sa main pressa accidentellement une touche, et la vidéo se mit à jouer. Le clip était granuleux, clairement enregistré avec une webcam de mauvaise qualité. Il montrait un décor extérieur sombre qui ressemblait à une forêt la nuit. La caméra tremblait, se déplaçant à travers les arbres, puis soudainement, un visage apparut près de la caméra. « Qu'en penses-tu » demanda l'homme dans la vidéo avant que le clip ne s'arrête brusquement. Marie fronça les sourcils. Malgré la mauvaise qualité, elle était certaine que l'homme dans la vidéo était la même personne qu'elles avaient vue sur le parking du vide-grenier de la Vallée Verte, celui qu'elle croyait être le fils de Henri. La porte d'entrée de la boutique s'ouvrit avec un carillon. Sophie revint avec l'employé qui la suivait, aucun des deux n'ayant l'air heureux. Sophie l'avait clairement agacée en interrompant sa pause cigarette. « Que faisiez-vous » demanda l'employé à Marie d'une voix anxieuse lorsqu'il la vit derrière le comptoir. « Oh, je ne fouinais pas » dit Marie rapidement, se redressant. « J'essayais juste de récupérer le costume qui a glissé sur votre bureau. » L'employé se précipita vers son ordinateur portable, le visage rougissant. Marie continua, désolée, mais qui était l'homme qui est venu ici plus tôt ? Lequel ? demanda l'employé, bien que ses mains se dirigeaient déjà vers l'ordinateur. Vous savez, celui d'avant nous. Pas il y a longtemps, l'homme avec la Renault Twingo. L'attitude de l'employé changea instantanément, devenant défensive, presque agressive. Avez-vous touché à mon ordinateur ? Sa main se précipita vers la souris, visant à fermer le fichier vidéo, mais au lieu de cela, il révéla accidentellement ce qui se trouvait derrière. Marie aperçut une fenêtre de Yahoo Messenger affichant une salle de discussion de groupe. Le titre du chat, Fête effrayante amusante, était en gras. Ce qui fit bondir le cœur de Marie fut de voir le nom Antoine en texte gras dans la boîte de discussion, entouré de plusieurs émoticônes de Yahoo Messenger qui faisaient ressortir le nom de manière proéminente. « Vous fouiniez vraiment » accusa l'employé, fermant l'ordinateur d'un coup sec. « Je pourrais signaler ça à la gendarmerie. »« Non, vous ne comprenez pas » dit Marie avec urgence. « Mon fils disparu il y a 10 ans s'appelait Antoine. Pourquoi ce nom est-il là ? Dites-le-moi. » L'employé ricana. « Vous êtes folle. Qu'est-ce qui ne va pas avec le nom Antoine ? N'importe qui peut s'appeler Antoine. Ce n'est pas un nom rare. C'est juste un plan pour une fête, d'accord ? Je suis désolé, persista Marie, mais quand j'ai essayé de prendre le costume qui est tombé sur votre clavier, j'ai accidentellement appuyé sur la touche de lecture. J'ai vu l'homme dans cette vidéo. C'était le même homme qu'avant, qui est venu dans cette boutique. Sophie s'avança, sentant une opportunité. Le reconnaissez-vous ? La gendarmerie recherche toujours le fils de Marie, et ce matin, ils ont découvert une piste qui pointe vers le père de cet homme. L'employé pâlit visiblement. Il tremblait maintenant, clairement effrayé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne fais que vendre des trucs. Marie se pencha. Vous aviez un clip vidéo de lui, et vous agissiez comme si vous le connaissiez. De quoi parliez-vous exactement quand vous avez mentionné Antoine ? Sophie jeta un coup d'œil à Marie, puis à l'employé. Parce que les preuves que nous avons trouvées ce matin suggèrent que cet homme ou quelqu'un de sa famille pourrait être impliqué dans la disparition d'Antoine. Maintenant, nous avons une autre piste ici. Nous devrons alerter les autorités à propos de cette vidéo et de ce message de chat. L'employé craqua. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui avec la gendarmerie. L'homme s'appelle Julien. Nous parlions d'une fête effrayante qu'il organise dans une propriété familiale. Le message de chat n'était vraiment qu'un plan pour une fête. Il rouvrit l'ordinateur portable avec des mains tremblantes. Regardez, je ne lui ai vendu que des costumes et du matériel.
Si vous ne me croyez pas, lisez le message de chat, mais s'il vous plaît, n'appelez pas la gendarmerie. Marie et Sophie se penchèrent pour lire la conversation sur Yahoo Messenger. Les messages parlaient d'une surprise pour Antoine, mentionnant le besoin de visuels effrayants de premier ordre et assez de stroboscope pour un impact total. Il y avait aussi une adresse indiquée où ils prévoyaient de se rencontrer. Donc, il faut être ami pour être invité comme ça, observa Sophie, notant rapidement l'adresse. Oui, nous sommes amis, admit l'employé, mais je ne savais rien d'un garçon disparu, rien de tout ça. Merci, dit Marie. Je dois en informer la gendarmerie. S'il vous plaît, pas la gendarmerie, supplia l'employé. Le patron me virera. Ce n'est pas facile pour moi de trouver un nouveau travail. J'essaie de vivre une vie honnête. Je suis en liberté conditionnelle pour un vol à l'étalage il y a 2 ans. Ce travail fait partie de ma réhabilitation. Si je le perds, je pourrais retourner en prison. Sophie finit de noter l'adresse et regarda le jeune homme terrifié. Si vous n'avez rien fait de mal, vous n'aurez pas d'ennui. Marie sortait déjà son téléphone portable. Elle composa le numéro de la gendarmerie de Tulle, ses mains tremblant d'un mélange de peur et d'espoir. Ici Marie Dubois, dit-elle quand quelqu'un répondit. Je dois signaler quelque chose concernant l'affaire de mon fils disparu. J'ai découvert un clip vidéo et des messages de chat qui mentionnent le nom de mon fils, Antoine. Il y a une adresse où quelque chose se passe ce soir. Elle donna tous les détails. L'employé s'effondra contre le comptoir, semblant vaincu et terrifié par ce qui allait suivre, tandis que Sophie se tenait près de Marie de manière protectrice alors qu'elle terminait son appel aux autorités. La gendarmerie arriva en moins de 15 minutes, leur sirène déchirant l'air du soir. Plusieurs voitures de gendarmerie se garèrent sur le parking de la boutique Fête Sombre, et les gendarmes entrèrent rapidement dans la boutique. L'employé semblait très anxieux, son visage pâle alors qu'il regardait les gendarmes en uniforme s'approcher, ses mains tremblant derrière le comptoir. L'inspecteur Moreau était parmi eux, et Marie s'adressa immédiatement à lui, expliquant tout ce qui s'était passé. Pendant qu'elle parlait, d'autres gendarmes avaient déjà commencé à interroger l'employé. Le jeune homme répondait à leurs questions avec une peur évidente, jetant des regards répétés à Marie. « Je ne sais pas ce qui va arriver à ce jeune homme, » dit Marie à l'inspecteur Moreau, ressentant une vague de compassion. Il a dit qu'il était en liberté conditionnelle, mais jusqu'à présent, il nous a aidés. Il nous a donné les informations dont nous avions besoin. L'inspecteur Moreau hocha la tête pensivement. Nous en tiendrons compte. Il semble qu'ils connaissent effectivement cette personne, Julien, mais nous n'avons pas encore de preuve que Julien ait fait quelque chose de mal. Nous devons d'abord enquêter. L'un des gendarmes s'approcha d'eux avec l'adresse que Sophie avait notée. Monsieur, cet endroit n'est pas trop loin d'ici, juste un peu en dehors du bourg, près de la zone forestière. Nous allons contacter Henri Grigg, dit un autre gendarme, déjà en route pour passer l'appel. Allons-y, dit l'inspecteur Moreau à Marie et Sophie. Vous pouvez venir avec moi. Elles montèrent dans la voiture banalisée de l'inspecteur et se dirigèrent vers l'adresse. La radio grésilla alors qu'il roulait. Inspecteur Moreau, la voix du répartiteur se fit entendre. Nous avons la confirmation de Henri Grigg. Il admet que l'adresse est celle de sa maison de campagne abandonnée, une vieille propriété familiale près de Meymac qui n'a pas été utilisée depuis des années. Cependant, il nie toute connaissance de l'utilisation de cette maison par son fils Julien. Il pensait que Julien vivait dans un appartement. Reçu, répondit Moreau. Le trajet les emmena hors des zones résidentielles et vers des routes plus isolées. Le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de teintes profondes d'orange et de violet. Les arbres devenaient plus denses à mesure qu'ils approchaient de l'endroit. Enfin, ils tournèrent sur une route de terre étroite. Devant eux, ils pouvaient voir la propriété, une maison de campagne à moitié abandonnée, barricadée, entourée d'herbes hautes. La scène était étrangement immobile dans la lumière déclinante. Voilà la Renault Twingo, dit Marie, pointant la voiture verte garée de manière désordonnée près de la maison. Plusieurs autres véhicules étaient également présents. Mais je ne vois personne, observa Sophie.
Les voitures de gendarmerie s'arrêtèrent, et les gendarmes sortirent rapidement, les mains sur leurs armes. L'inspecteur Moreau se tourna vers Marie et Sophie. « Restez dans la voiture, ordonna-t-il. Mais Marie ne pouvait pas alors qu'ils étaient peut-être si proches d'Antoine. Elle et Sophie sortirent discrètement du véhicule et suivirent à distance. Les gendarmes s'approchèrent prudemment de la maison de campagne, la porte d'entrée était déverrouillée, légèrement entr'ouverte. « Gendarmerie », annoncèrent-ils fort. « Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur » Aucune réponse ne vint. Les gendarmes entrèrent, armes dégainées, se déplaçant dans l'intérieur sombre. Malgré les avertissements de rester à l'extérieur, Marie et Sophie les suivirent, restant bien en arrière. La maison sentait le moisi et la pourriture, des toiles d'araignée pendaient au plafond, et les planches craquaient sous leurs pas alors qu'ils avançaient dans les couloirs. Marie entendit soudain quelque chose d'étrange, des voix et des rires venant de quelque part derrière la propriété. « Entendez-vous cela » murmura-t-elle au gendarme le plus proche. Le gendarme hocha la tête et pointa vers l'arrière de la maison. À travers une fenêtre cassée, il pouvait voir des lumières vacillantes dans les bois. « Restez en arrière » dit le gendarme à Marie fermement. « Vous ne pouvez pas aller plus loin, pour votre sécurité et pour l'intégrité de l'affaire, vous devez rester ici. » Marie s'arrêta à contre-cœur, regardant les gendarmes sortir par la porte arrière et se diriger vers les bois. Les sons devenaient plus forts, musique, rire, et ce qui ressemblait à des cris. Puis tout changea en un instant. Gendarmerie, tout le monde les mains en l'air. Les voix autoritaires des gendarmes résonnèrent. La musique s'arrêta brusquement. Ce qui suivit furent des sons de peur et de confusion réelle, puis des cris et des hurlements. Les communications radio des gendarmes s'intensifièrent. Marie pouvait les entendre demander des renforts et une unité médicale. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle s'efforçait de comprendre ce qui se passait. Un autre gendarme apparut et escorta Marie et Sophie à l'extérieur de la maison. « Pour votre sécurité, veuillez attendre près des voitures de gendarmerie. » Elle se tenait dans l'obscurité grandissante, l'anxiété montant à chaque instant. Puis elle les virent. 5 hommes furent conduits hors des bois par les gendarmes. Ils portaient tous des costumes de zombies élaborés avec un maquillage incroyablement réaliste, chair pourrissante, os exposés et sang. Dans la lumière faible, ils semblaient vraiment terrifiants. Les gendarmes les alignèrent, leur menottant les mains dans le dos, lisant leurs droits. Parmi eux, Marie reconnut un visage, Julien, l'homme du vide-grenier. Les yeux de Julien trouvèrent Marie, et son expression devint furieuse. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Vous ne saviez rien, vous avez tout gâché. »« Je suis la mère d'Antoine, » dit Marie, s'avançant malgré les avertissements des gendarmes. « Et je pense que vous êtes la personne qui a kidnappé mon fils. » On ne faisait que s'amuser, cracha Julien sur le sol avec dégoût. Les gendarmes le traînèrent rapidement avec les autres vers les voitures de gendarmerie en attente. Alors que les véhicules s'éloignaient avec les hommes arrêtés, un autre gendarme s'approcha de Marie avec une expression urgente. « Madame, nous avons trouvé un jeune homme dans les bois. Il dit s'appeler Antoine, mais il refuse de sortir. Il est extrêmement perturbé. Nous avons besoin de votre aide. » Les jambes de Marie faillirent céder. Sophie lui attrapa le bras. « Va, » dit Sophie fermement. « Je vais attendre ici. Va chercher ton fils. » Marie suivit le gendarme à travers la cour arrière et dans les bois. Ce n'était pas loin, peut-être 50 mètres. Là, éclairée par les lampes torchées des gendarmes, elle le vit, un jeune homme accroupi près d'un foyer encore fumant, les mains couvrant sa tête, se balançant d'avant en arrière, regardant le sol. « Vous êtes tous des zombies, » répétait-il, sa voix empreinte de peur. « Vous allez me tuer. J'aurais dû écouter, j'aurais dû rester là-bas. » Une tache sombre s'étendait sur son jean, le genre de peur impuissante que seule une panique pure pouvait provoquer. Il répétait ces mots encore et encore, si tendu et pleurant qu'aucun des gendarmes ne pouvait rire ou penser que c'était une blague. C'était une terreur authentique. Marie s'avança lentement, ses instincts maternels prenant le dessus sur sa propre peur.
Elle s'accroupit près de lui et toucha doucement son épaule. « Antoine, dit-elle doucement, maman est là. Je suis ta vraie mère, et je suis vivante. » Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, lentement, le jeune homme leva la tête. Son visage était strié de larmes et de saleté, son expression confuse et effrayée. Il transpirait abondamment malgré l'air frais du soir. Marie étouffa un cri. Malgré les changements de 10 ans, même en tant que jeune homme de 18 ans au lieu du garçon de 8 ans dont elle se souvenait, elle le reconnut immédiatement. La forme de ses yeux, la courbe de son nez, la manière dont ses cheveux tombaient sur son front, c'était son Antoine. « On dirait qu'il est sous l'influence d'un hallucinogène, » dit un gendarme à voix basse. Ses pupilles sont dilatées. Il est clairement terrifié et profondément confus. Marie pouvait voir à quel point Antoine tremblait. Elle prit sa main dans la sienne, la tenant fermement. « On va t'aider maintenant, » dit-elle doucement. « Tu es en sécurité. » Non, Antoine se recula. « Je ne quitte pas cet endroit. » Et s'il y avait des zombies dehors? C'est la fin du monde. Les gens meurent dehors. Ils les ont pris pour des expériences. Le cœur de Marie se brisa à ces mots. Que avait-on fait à son garçon? Antoine, écoute-moi, dit-elle fermement mais avec amour. Il n'y a pas de zombies. Il n'y en a jamais eu, ni d'expérience. Le monde ne se termine pas. Tout ce que Julien t'a dit, rien de tout cela n'était vrai. Avec une patience infinie et l'aide des gendarmes, ils le persuadèrent lentement de se lever. Il s'accrocha à Marie, regardant toujours autour de lui avec peur, s'attendant à ce que des monstres surgissent des ombres. Ils le ramenèrent prudemment hors des bois et à travers la maison. À l'extérieur, une équipe médicale était arrivée et attendait avec une ambulance. Marie remarqua que les voitures de gendarmerie qui avaient emmené Julien et les autres étaient déjà parties. Les ambulanciers s'approchèrent doucement, parlant sur un ton calme alors qu'ils guidaient Antoine vers l'ambulance. À l'intérieur du véhicule, Marie s'assit à côté d'Antoine, ne lâchant jamais sa main. Un gendarme se tenait avec eux pendant que l'équipe médicale commençait son examen. Il est définitivement encore sous l'influence, confirma un ambulancier. Nous devons le transporter à l'hôpital pour identifier la substance et le traiter correctement. À la mention de l'hôpital, Antoine s'agita à nouveau. Pas d'hôpital. Ils vont me transformer, ils vont expérimenter sur moi. Chut, apaisa Marie, caressant ses cheveux comme elle le faisait quand il était petit. Personne ne va te faire de mal. Les médecins veulent juste t'aider à te sentir mieux. L'ambulancier regarda Marie. Nous devons lui donner quelque chose pour le calmer. C'est le protocole de sécurité pour le transport. Êtes-vous d'accord? Marie hocha la tête, regardant tandis qu'ils administraient un sédatif léger. En quelques instants, les yeux d'Antoine commencèrent à se fermer, et son corps se détendit. L'inspecteur Moreau apparut à la porte de l'ambulance. Madame Dubois, vous devriez aller avec eux à l'hôpital. Mon équipe restera ici pour recueillir des preuves. Nous attendons l'arrivée de Henri Grigg. Je veux parler à cet homme, dit Marie, déchirée entre son besoin de réponse et son besoin d'être avec Antoine. Je sais, dit l'inspecteur doucement. Mais votre fils a besoin de vous maintenant. Il y aura une chance de parler à Henri plus tard. Marie regarda Sophie, qui s'était approchée de l'ambulance. Son ami hocha la tête en accord avec l'inspecteur. D'accord, dit Marie, puis se tournant vers Sophie, j'ai besoin de ta présence avec moi, Sophie, viens avec nous, s'il te plaît. Bien sûr, dit Sophie, montant dans l'ambulance. Les ambulanciers attachèrent Antoine sur la civière. Marie tenait sa main alors que les portes de l'ambulance se fermaient, isolant la scène du crime et les questions qui devraient attendre. Le service des urgences du centre hospitalier de Tulle était un tourbillon d'activité alors que les ambulanciers faisaient entrer Antoine par les portes automatiques. Marie tenta de suivre, mais une infirmière l'intercepta doucement. « Madame, s'il vous plaît, » dit l'infirmière gentiment. « Laissez les médecins travailler. Nous prendrons bien soin de lui. »
Quelqu'un viendra vous chercher dès que possible. Marie et Sophie furent conduites dans une salle d'attente calme, loin de la zone principale des urgences. Les chaises étaient en plastique inconfortable, les murs d'un beige stérile, mais Marie le remarqua à peine. Elle s'effondra sur un siège, les événements de la journée la rattrapant enfin. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle. « Il est vivant. Antoine est vivant. » Sophie s'assit à côté d'elle, prenant sa main. « Tu l'as trouvé, Marie. Après toutes ces années, tu l'as trouvé. » Elles restèrent assises en silence un moment, puis Marie se tourna vers son amie, les yeux pleins de larmes. « Merci, dit-elle. Si tu n'avais pas continué à me pousser à sortir de la maison, si tu n'avais pas insisté pour ce vœu-grenier, nous ne l'aurions pas trouvé. » Sophie serra sa main. « À partir de maintenant, tu devrais te concentrer sur l'avenir. Tu es une femme forte, Marie. Tu n'as jamais abandonné l'espoir, et maintenant tu as retrouvé ton fils. » Le temps semblait s'écouler au ralenti pendant qu'elles attendaient. Marie se surprit à rejouer chaque moment dans les bois, la terreur d'Antoine, sa confusion, la manière dont il l'avait regardée sans la reconnaître au début. Qu'avait fait ce monstre à son bébé? Enfin, un médecin en blouse blanche entra dans la salle d'attente. C'était un homme plus âgé avec des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. « Madame Dubois, demanda-t-il. Lorsque Marie hocha la tête, il continua, « Je suis le docteur Michel Lefebvre. J'ai traité Antoine. » « Comment va-t-il » demanda Marie avec anxiété. « Antoine a reçu une substance hallucinogène, » expliqua le docteur Lefebvre. Ce type particulier rend tout plus immersif et réel, ce qui explique sa détresse et sa paranoïa extrême. La bonne nouvelle est qu'en dehors des effets de la drogue, nous ne trouvons aucun signe de violence physique. Dieu merci, souffla Marie. Il présente des signes de malnutrition, continua le médecin, mais cela peut être traité. Nous l'avons transféré dans une chambre privée, mais il se repose encore pendant que les effets de la drogue s'estompent. Puis-je le voir, demanda Marie. Bientôt, promit le docteur Lefebvre. Donnons-lui un peu plus de temps. Le médecin partit, et peu après, l'inspecteur Moreau arriva avec un autre gendarme. Son expression était sérieuse mais pas cruelle. Madame Dubois, Mademoiselle Martin, les salua-t-il. Pouvons-nous parler en privé? Il y a une salle de consultation que nous pouvons utiliser. Elles le suivirent dans une petite pièce avec une table ronde et plusieurs chaises. Une fois assis, l'inspecteur Moreau sortit son carnet. Nous avons appris beaucoup de choses grâce à notre enquête jusqu'à présent, commença-t-il. Le fils de Henri Grigg, Julien, est celui qui a fait tout cela à Antoine. Nous l'avons interrogé, et il a répondu volontiers à nos questions, bien que sa perspective soit tordue. Marie se pencha en avant, désespérée d'obtenir des réponses. Julien a dit qu'il était fier lorsqu'il a enfin pris Antoine il y a 10 ans, continua l'inspecteur. C'était lors de la fête d'anniversaire d'Antoine. Oui, confirma Marie, la voix tremblante. C'était la plus grande fête d'anniversaire que j'avais jamais organisée pour lui. Nous avions invité tous les voisins et leurs enfants au parc de la Châtaigneraie. Tant d'invités étaient venus. Les enfants jouaient dans le jardin, sur la structure de jeu en bois, dans le petit jardin de papillons. Sa voix s'éteignit alors qu'elle se souvenait de cette journée parfaite qui s'était transformée en cauchemar. Julien a ouvertement admis qu'il croyait qu'Antoine était son petit frère d'une autre vie, dit l'inspecteur Moreau. Il prétendait l'aimer à sa manière tordue. Il n'a jamais voulu lui faire de mal, mais il n'avait jamais prévu de le rendre non plus. Comment l'a-t-il pris, demanda Marie, bien qu'elle ne soit pas sûre de vouloir le savoir. Julien avait 21 ans à l'époque. Il a approché Antoine sous le prétexte d'être un ami plus âgé cool. Il l'a invité à jouer à un jeu d'espion secret dans les bois. Antoine, aventureux et désireux de se lier d'amitié avec quelqu'un de plus âgé, l'a suivi. Julien l'a sédaté avec un médicament contre les allergies qu'il avait pris dans la trousse de son père et l'a emporté par l'arrière du parc sans être détecté. Antoine a toujours voulu une figure paternelle ou un frère, dit Marie doucement. Son père était parti avant sa naissance,
et il n'a jamais eu de frères et sœurs. Il était si confiant. L'inspecteur Moreau hocha la tête avec sympathie avant de continuer. Pendant 10 ans, Julien a élevé Antoine dans une cave scellée d'une petite maison vacante depuis longtemps que son père avait achetée et oublié de vendre, à la périphérie de Meymac. Il lui faisait l'école à la maison et avait aussi de faux papiers d'identité. Une cave, murmura Marie, horrifiée. Julien a dit à Antoine que sa mère et tous les invités de sa fête d'anniversaire étaient morts, dévorés par une attaque de zombies. Il s'est positionné comme le protecteur d'Antoine, le gardant caché des zombies. Il lui a nourri un récit apocalyptique selon lequel la race humaine déclinait, qu'il ne restait que de petits groupes de survivants. Le garçon l'a cru complètement. Mais en grandissant, Antoine voulait sortir pour aider. C'est pourquoi la fête, dit Sophie, une compréhension se faisant jour. Exactement, dit Julien. Il donnait des hallucinogènes à Antoine et organisait des mises en scène effrayantes de zombies dans les bois pour le terrifier et le ramener dans sa cachette. Antoine était un adolescent qui n'avait presque jamais vu le monde extérieur. Julien invitait ses amis à ses fêtes, et il pensait que c'était juste un événement effrayant. Aucun d'eux ne savait qu'Antoine était le prisonnier de Julien. Ils pensaient qu'ils intimidaient juste un gamin du coin. C'est tellement tordu, dit Marie, les larmes coulant sur son visage. Sophie tenait ses mains fermement, offrant un soutien silencieux. Et Henri, demanda soudain Marie. Était-il au courant? L'expression de l'inspecteur Moreau devint compliquée. Henri nous a tout dit et a demandé à vous parler si vous êtes d'accord. Nous pouvons écouter son explication ensemble. Marie réfléchit un moment, puis hocha la tête. Je veux entendre ce qu'il a à dire. L'inspecteur quitta la pièce et revint quelques minutes plus tard avec Henri Grigg. L'homme âgé semblait hagard, vieilli de 10 ans en quelques heures. Il s'assit en face de Marie, incapable de croiser son regard. L'inspecteur Moreau lui fit signe de parler. Henri s'éclaircit la gorge. Madame Dubois, je veux m'excuser pour tout. Je ne savais honnêtement rien de l'enlèvement, je le jure. Je savais que mon fils avait des problèmes, une obsession pour les enfants depuis qu'il était jeune. Je savais que quelque chose n'allait pas chez lui, mais je n'ai jamais pensé qu'il irait jusqu'à kidnapper un enfant. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Quand j'étais encore en service comme sergent de gendarmerie, j'étais toujours occupé. Je laissais souvent Julien avec ses grands-parents. Nous n'étions jamais proches, même adultes. Alors pourquoi essayez-vous de cacher cette Game Boy ce matin, demanda Marie, la voix dure. Henri tressaillit. Quand vous l'avez reconnu, j'ai su que Julien avait dû faire quelque chose de mal, mais je ne pouvais pas y croire quand vous avez dit que votre fils avait été kidnappé. J'essayais juste de le protéger. Je pensais peut-être qu'il avait intimidé quelqu'un ou fait peur à quelqu'un. J'avais trouvé des images d'enfants sur son ordinateur une fois. Il était toujours obsédé, mais je n'imaginais pas qu'il avait pris quelqu'un. Je ne voulais pas y croire. La voix du vieil homme se brisa. Je m'excuse sincèrement pour mon comportement ce matin et pour mon fils. Il n'y a pas assez de mots pour justifier ses actions. Il sera puni. Marie hocha la tête lentement, assimilant tout. Ils étaient tous choqués et secoués par les révélations. Nous avons commencé à traiter Julien et ses amis, ajouta l'inspecteur Moreau. Aussi l'employé de la boutique, son nom est Lucas. Et Lucas, demanda Marie, se souvenant du jeune homme terrifié. Il ne savait rien de l'enlèvement non plus. Il était terrifié quand nous l'avons interrogé parce qu'il est en liberté conditionnelle pour une autre affaire et ne voulait pas la compromettre. Lucas travaillait dans cette boutique, vendant des articles à Julien sans connaître la vérité. Julien l'avait invité à la fête pour se lier d'amitié avec lui, mais Lucas n'y est jamais allé. Il a aidé Julien à concevoir et conseiller sur les décorations effrayantes, pensant que c'était juste une partie de son travail. Un coup à la porte les interrompit. Le docteur Michel Lefebvre entra, un sourire doux sur le visage. Madame Dubois, Antoine s'est réveillé et demande à voir sa mère. Marie se leva si vite qu'elle faillit renverser sa chaise. Elle suivit le médecin dans les couloirs de l'hôpital, son cœur battant à tout rompre.
La chambre d'Antoine était sombre, les rideaux tirés. Il était assis dans son lit, semblant petit et perdu malgré ses 18 ans. Lorsqu'elle entra, il la regarda avec des yeux incertains. « Antoine » dit-elle doucement, s'approchant lentement du lit. Il étudia son visage. « Vous avez dit que vous êtes ma mère ?» Marie hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Oui, mon chéri, je suis ta maman. »« Je me souviens à peine » admit Antoine. « J'avais 8 ans quand Julien m'a pris. Mais je me souviens de votre voix. Vous me chantiez des chansons, et vous aviez cette manière apaisante de parler quand j'avais peur. »« C'est exact, » dit Marie, s'asseyant au bord du lit. « Je te chantais des berceuses tous les soirs. » Antoine était encore agité, ses yeux se dirigeant vers la porte et les fenêtres. « Mais les zombies ? Julien a dit que le monde s'était terminé. Il a dit que vous aviez été mangé par des zombies. »« Oh, mon chéri, » dit Marie, prenant sa main. Tout cela était inventé. Absolument tout. Il n'y a pas de zombies. Le monde ne s'est pas terminé. Je t'ai cherché tous les jours pendant 10 ans. Tu es en sécurité maintenant. Tout le monde est en sécurité. Le docteur Lefebvre parla depuis la porte. Antoine devra consulter un thérapeute pour enfants. Le traumatisme psychologique de son expérience est significatif, mais nous sommes optimistes quant à sa récupération. Marie ne quitta jamais son fils des yeux. « Je serai avec toi à chaque étape », promit-elle. Nous avons tant de choses à rattraper, 10 ans d'anniversaire, de Noël, de rentrée scolaire. Nous créerons de nouveaux souvenirs ensemble. Antoine serra sa main timidement. « Je veux vous croire. Je veux croire que c'est vraiment fini. » Ça l'est, assura Marie. Tu es à la maison maintenant. En tenant son fils pour la première fois en une décennie, Marie réfléchit au voyage qui les avait menés ici. L'amour d'une mère n'avait jamais faibli, n'avait jamais abandonné. À travers 10 ans d'obscurité, elle avait gardé l'espoir, et maintenant, enfin, cet amour indéfectible avait ramené son bébé à elle. Antoine se blottit dans son étreinte, toujours fragile, toujours effrayé, mais commençant à faire confiance. La route devant eux serait longue et difficile, mais ils la parcouraient ensemble, mère et fils réunis enfin.